Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Heureuse de vous retrouver pour une heure de débat autour de l'actualité et bien sûr de la philosophie. On va commencer par le voyage en Algérie du ministre de la Justice pour relancer la coopération judiciaire. Gérald Darmanin veut écrire une nouvelle page des relations entre les deux pays, basée pour lui sur la confiance et le respect. Il serait grand temps, 64 ans après la fin de la guerre d'Algérie, mais est-ce possible ? On entendra le général de Gaulle le 18 mars 62, le jour de la signature des accords d'Évian. Une décision de raison, disait-il à l'époque, permise par le peuple français. Nous évoquerons aussi, Michel, le film L'Abandon, actuellement en salle, sur les derniers jours de Samuel Paty, cet enseignant assassiné, décapité par un terroriste islamiste à Conflans-Sainte-Honorine en 2020. Une polémique venue de l'extrême gauche a ponctué la sortie de ce film poignant et salué pourtant par le public, un public qui se presse en nombre pour aller le voir en salle. Pourquoi un tel acharnement, selon vous, contre cet enseignant ? Votre réponse dans un instant. Le niveau d'orthographe des Français, et notamment des jeunes Français, ne cesse de baisser. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffroy, veut sanctionner plus durement les fautes dans les copies du bac. Levé de bouclier, évidemment, contre cette idée. Même constat pour l'affaissement du niveau de la culture générale. Qui faut-il blâmer, Michel Onfray ? Les parents, les profs, les réseaux sociaux ? Peut-on vraiment mettre l'appauvrissement de la langue et de l'intellect sur le compte du numérique ? Est-ce que cela prépare la domination de l'intelligence artificielle sur l'homme ? Question passionnante que nous allons aborder avec vous. Et puis corollaire à cette baisse du niveau de lecture et d'orthographe, la fermeture des librairies Gibert, que vous voyez, Michel, comme un véritable symptôme de la mort du livre. Une vision un peu pessimiste que nous allons tenter d'éclairer dans cette émission, à la lueur notamment de nos lectures philosophiques. Le point philo, ce sera aujourd'hui le banquet de Platon. L'amour platonique existe-t-il ? Telle est la question que nous allons nous poser. Vous êtes prêts pour cette émission ? Je suis prêt. Allez, on commence par l'Algérie, les relations entre la France et l'Algérie. Le ministre de la Justice était présent sur place cette semaine pour relancer la coopération judiciaire entre les deux pays. Il veut écrire une nouvelle page de l'histoire franco-algérienne basée sur la confiance et le respect, ces deux notions fondamentales. Est-ce possible, 64 ans après la fin de cette guerre d'Algérie ? On va écouter juste le garde des Sceaux, il était notre invité cette semaine. Puis on va ouvrir ce grand dossier des relations franco-algériennes avec vous, Michel Onfray. La France, elle a trois types de demandes. Elle a d'abord des demandes de renseignement. Nous devons savoir ce qui se passe chez les personnes qui ont quitté le sol national, parfois pour fuir la justice française. Elle a ensuite une deuxième demande qui est l'interpellation. Nous avons quelques objectifs, comme dirait la police judiciaire, à interpeller, qui ne doivent pas rester en liberté. Franco-algérien ou algérien ? Voilà, des gens qui sont binationaux, qui sont algériens, voilà, ou qui sont français, en effet, qui doivent être interpellés et nous espérons être mis en détention. Et puis il y a des gens qui doivent être extradés, en effet, sur le territoire national, notamment lorsqu'il s'agit de Français, évidemment. Voilà pour l'objectif, les trois objectifs du ministre de la Justice. Michel Onfray, est-ce que ce dossier, douloureux encore, des deux côtés, peut être refermé un jour ? Et sur quelle base il faudrait travailler ? Là, Vaste question. Oui, il y a un gros travail à faire, qui est un travail non pas de communication. Ça suffit, la communication, il faudrait qu'on s'aime, ce serait tellement bien si on s'entendait, etc. Oui, mais etc. le dialogue, ça compte quand même. Non, pas quand on est aux manettes. Aux manettes, c'est l'action qui compte, c'est pas le dialogue. C'est pas le « on va faire »,« il y a qu'à »,« on devrait »,« nous allons créer une commission dans laquelle nous allons analyser les conditions de possibilité qui nous permettront d'envisager des rencontres, qui nous permettront de voir si un jour on peut s'aimer ». Tout ça, ça suffit, quoi. Quand on est au pouvoir, tous ces gens-là se battent, passent leur vie pour être au pouvoir, et quand ils sont au pouvoir, ils font comme s'ils étaient toujours dans l'opposition. On leur demande pas à ces gens-là de parler, de communiquer, de dire que ce serait bien qu'on s'aime, mais d'agir. Je rappelle que l'Algérie n'est pas dans un état de droit. Parce que tout le monde parle de l'état de droit en permanence. Dès que vous ouvrez la bouche, vous avez violé l'état de droit, etc. Je rappelle que Boualem Sansal, par exemple, il s'est juste fait interpeller quand il arrive à l'aéroport, on le dit directement en prison. Interdiction d'avoir un avocat juif, interdiction d'être défendu, interdiction d'être vu, condamné, etc. Et gracié par le président Tebboune. Oui, je veux bien. Oui, c'est le fait. Oui, d'accord. Non, mais factuellement, je veux dire que là, quand il gracie, je ne sais pas si c'est l'état voyou qu'on peut invoquer. Donc, j'ai vu que M. Darmanin parlait de Fifi, de ses deux mamans, etc. C'est-à-dire d'un seul coup, ça devient... Il y a une mère qui aimerait bien retrouver son fils, mais c'est pas ça le problème. Alors là, vous parlez de Christophe Glaise. Oui. Et on parle de l'Algérie, tout de même. De l'Algérie et de Christophe Glaise, qui est notre compatriote, journaliste sportif, qui est incarcéré pour apologie du terrorisme. Je le précise pour nos téléspectateurs et auditeurs. C'est le dossier. Et le dossier, c'est nous ne sommes pas à égalité sur ce terrain-là. Vous avez un État qui kidnappe
quelqu'un qui n'a rien fait, admettons qu'il ait fait quelque chose, faisons l'état de droit dont tout le monde se gargarise en disant, eh bien, on va instruire le dossier, il va y avoir une plainte, il va y avoir des juges, il va y avoir une défense possible, etc. Je rappelle quand même que Boualem Sansal, on lui a refusé son avocat parce qu'il était juif. Bien sûr, François Zimret. Maître Zimret. Et donc, il y a un moment donné où ça ne suffit pas de dire ce serait bien qu'on finisse par s'entendre. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est le récit de cette histoire qui est confisqué par l'Algérie, la vieille Algérie du FLN, et par d'autres qui sont en train de refaire ce discours. Un Benjamin Stora, par exemple, qui a, dans l'université française qui est ultra-jacobine, qui a quasiment le monopole des travaux universitaires, et des productions, et des recherches, et des livres. Y a-t-il un livre sur les photos d'Alger dans les années 50 que c'est préfacé par lui, une thèse ou un master, c'est lui qui les dirige. Si c'est pas lui, c'est un de ses disciples ou de ses élèves. Si c'est pas lui, il est dans le jury, ou etc. Donc on réécrit cette histoire des deux côtés. Non, pas la réécrire, mais l'écrire. Vous avez juste... Mais c'est comme il y a eu une réécriture. On a une histoire du Parti communiste soviétique, elle a été écrite par Georges Marchais, et c'est Georges Marchais qui dit la vérité sur ce sujet. Maintenant, il n'y aura que des disciples de Georges Marchais, etc. La vérité historique ne surgira pas. Sur la question de ce qui s'est véritablement passé, on a dit sur notre plateau qu'il y a eu un référendum et que c'était la France entière qui avait... Et on va écouter le général de Gaulle là-dessus. Oui, et des gens m'ont dit « Ah oui, mais on ne le sait pas, ça ». Mais bien sûr qu'on ne le sait pas. On ne l'apprend pas. Pour les gens qui nous disent « Le général de Gaulle a décidé, etc. » Pas du tout. Le général de Gaulle, il a fait ce qu'on fait en République, c'est-à-dire il a demandé un référendum et il a dit « C'est vous qui allez choisir ». Et les gens ont choisi. On ne dit jamais, par exemple, que Simone de Beauvoir, plutôt du camp politique de M. Stora, mais quand elle écrit Tout compte fait en 1972, qui est un bilan des années qui ont précédé, c'est l'un de ses journaux, et elle nous dit on n'a tout de même pas fait le jeu du FLN pour ça. Ça, c'était quoi? C'était l'arabisation de l'Algérie, c'était le fait que les femmes soient obligées de porter le voile, c'était le fait que les femmes n'allaient plus à l'école, c'était le fait que les femmes soient obligées de faire la cuisine, la vaisselle, le ménage à la maison, etc. Simone de Beauvoir, 1972, tout compte fait, c'est facile de vérifier. Donc ça vient pas de l'extrême droite, du fascisme, de la néo-nazi, Simone de Beauvoir. Et donc j'aimerais que les historiens puissent prendre ça en considération, et qu'ils soient encore sartriens s'ils le souhaitent, mais qu'ils le soient au moins avec Simone de Beauvoir, en disant écrivons, et non pas réécrivons, mais écrivons cette histoire où on fait la part des choses. Oui, l'armée française a torturé, oui, il y a eu des massacres, mais il y a eu aussi des massacres de la part du FLN à l'endroit du MNA, du mouvement nationaliste algérien. Oui, il y a eu un massacre des Pieds Noirs, etc. Et faisons véritablement l'histoire, plutôt que de dire quelle histoire voudriez-vous qu'on écrive pour que vous puissiez être gentil avec nous. Écoutons alors justement le général de Gaulle, parce que c'est bien de faire de l'histoire, on aime bien rappeler les faits dans cette émission. C'était donc en 62, le jour de la signature des accords d'Évian. Écoutez ce qu'il dit, c'est une décision de la raison permise par le peuple français. Et le soir même, à l'Élysée, le général de Gaulle pouvait annoncer aux foules françaises la conclusion du cessez-le-feu en Algérie, les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin, la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Ce qui va être entrepris pour tirer d'une lutte déplorable les chances d'un avenir fécond est dû au peuple français, car c'est lui qui, par son bon sens, sa solidité, sa confiance, constamment témoignée à qui il porte la charge de conduire l'État et la nation, a permis que mûrisse, puis aboutisse la solution. Général de Gaulle, on est frappé d'abord par la langue, par l'étendue du vocabulaire, et puis par le fait que il rend hommage au peuple français, comme toujours. Leçon de gaullisme. C'est-à-dire tous ces gens qui nous disent que le général de Gaulle a, de manière capricieuse, après avoir dit « Vive l'Algérie française, je vous ai compris », etc., décidé ce qui a été décidé par le peuple français, il parle du mûrissement. Très important, cette idée que tout ça c'est du vivant et qu'on ne peut pas décider tout seul en disant il y a qu'à, il faudrait, on devrait, etc. Il vient, il est sollicité pour ça, il quitte la boisserie pour cette raison, Colombey les deux églises pour cette raison-là, il revient au pouvoir
Il ne le fait pas sur le principe du coup d'État. Je veux dire, vraiment, toutes les instances officielles l'ont sollicité et ont béni la chose. Mais les gens ont oublié que le général dit « Eh bien, c'est le peuple qui va trancher ». Alors, tous ces gens qui veulent opposer les deux rives de la Méditerranée en estimant qu'il y aurait une nouvelle France et que la nouvelle France serait plutôt celle qui viendrait d'Afrique du Nord et que l'ancienne serait dans le colonialisme, dans la méchanceté, etc., etc. Je rappelle quand même que c'est ce que le dit le général de Gaulle, que c'est la totalité de la France, Algérie comprise, puisqu'à l'époque l'Algérie était française, c'est la totalité de la France qui vote pour l'indépendance de l'Algérie. Ça s'appelle la décolonisation. Donc je veux bien qu'on crache sur le peuple français ou l'histoire de France, ou le général de Gaulle, mais le général de Gaulle qui décolonise je ne sais combien de pays africains, d'Afrique noire, décide aussi de décoloniser en disant c'est vous qui allez choisir. Moi je ne vais pas dire je garde l'Algérie française ou je décide de l'indépendance. Il dit le peuple français va se manifester et c'est majeur. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est majeur. C'est un tsunami. Et les Français du continent disent oui, l'Algérie doit être algérienne et elle est algérienne. Donc je ne vais pas demander à l'Algérie qu'elle dise merci, mais juste qu'elle arrête de dire ce qu'elle dit en permanence sur les crimes, etc. Oui, il y a eu des crimes de part et d'autre, mais il y a eu aussi ce processus démocratique d'un État de droit, d'un général de Gaulle qui dit je demande au peuple, le peuple dans sa raison a décidé que bien sûr il fallait faire de telle sorte que l'Algérie soit indépendante. Je préfère le général de Gaulle qui dit ça, oui. C'est pas que je préfère, mais vous aimez tous les généraux. Au Sartre de ces années-là, mais simplement... Vous aimez tous les généraux. Oui, mais j'associerais le général de Gaulle à la Simone de Beauvoir de 1972 et de tout compte fait, parce que globalement, c'est la suite. Quand Simone de Beauvoir nous dit cette guerre d'Algérie n'a pas été faite pour ça, j'aimerais bien qu'on l'entende aussi à gauche, qu'on écoute Simone de Beauvoir quand elle dit ça. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, j'aimerais qu'on évoque maintenant le film L'Abandon. C'est vous qui avez voulu en parler cette semaine. Il retrace les derniers jours de Samuel Paty, cet enseignant qui a été décapité atrocement par un terroriste islamiste en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. C'est un film qui rencontre un grand succès en salle, alors qu'il y a eu une polémique à l'extrême gauche. On a dénoncé un film entre guillemets dangereux parce qu'il stigmatiserait les musulmans, alors qu'il ne montre juste que l'islamisme et les dangers de l'islamisme, ce qui est évidemment différent. On va écouter, si vous le permettez, quelques spectateurs en réalité qui sortaient des salles, qui disent comment ils ont ressenti ce film, et puis je vous passe la parole ensuite. Mais c'est un film vraiment qui représente vraiment ce qui s'est passé, et c'est vraiment très émouvant et très réaliste, quoi. Il n'y a aucune récupération politique, ni rien du tout, quoi. Ça s'adresse à très grand public, ça s'adresse à tout le monde, c'est très bien que les gens le voient. C'est instructif, c'est un film dossier. La fin est vraiment très bien, assez prenante, assez émouvante. C'est bien que des films comme ça existent. Je ne vois pas du tout quelle récupération politique peut y avoir là-dessus. C'est des faits, au contraire, il faut que tout le monde en ait conscience et c'est pas du tout, c'est pas manichéen. Je trouve que c'est un très bon film, très émouvant. C'est vrai que ce sujet déjà, avant de le voir, c'était un risque en quelque sorte de le prendre, mais la façon dont le sujet a été traité, ça m'a convaincu. Vraiment, c'est un film très droit. Voilà pour les spectateurs qui adhèrent à ce film et qui vont le voir en masse depuis qu'il est sorti en salle. Michel Onfray, que vous inspire cette polémique ? D'abord, je n'ai pas vu le film, donc je jugerai la polémique avec les limites qu'il y a à ne pas avoir vu ce film. D'abord, je constate que des gens se font flouter le visage. Oui, quand même, certains ont demandé à être masqués. Voilà. Dans laquelle des gens disent « je vais dire du bien d'un film, mais je ne veux pas qu'on me reconnaisse parce que quoi ?» Tout est là. Mais parce que vous savez le nombre d'enseignements de lycées, collèges où on n'a pas pu donner le nom de Samuel Paty par peur. C'est pourquoi je pense que de fait il y a un débat sur le film, même si on ne l'a pas vu, ce que je ferai, j'irai le voir bien sûr, mais parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on ne pense pas. De la même manière que sur la guerre d'Algérie, vous avez des gens qui ne veulent pas qu'on fasse d'histoire, mais qui veulent qu'on fasse de l'idéologie, alors que le philosophe que j'essaie d'être estime qu'il faut faire de l'histoire. Il faut tout contextualiser. Il faut tout contextualiser sur la question de l'islam aussi. C'est-à-dire que, est-ce que l'islam, c'est l'islamisme ? Est-ce que dans le Coran, il y a des versets dangereux ou pas ? Y a-t-il des versets antisémites ou non ? Y a-t-il des versets qui invitent à ce que la guerre ait lieu, le djihad, etc. ou pas ? Est-ce que le voile, par exemple, c'est une prescription qu'on trouve dans le Coran ou non? Question auxquelles les gens, la plupart du temps, ne savent pas répondre. Vraiment. Si vous dites il y a ceci, il y a cela, etc., que vous répondez par oui, par non aux questions que je viens de poser, vous avez tout de suite des gens qui disent vous êtes un islamophobe. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir penser l'islam et estimer que, alors, en évitant deux erreurs, les uns qui disent l'islamisme, c'est la même chose, et quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, c'est faux.
C'est la doctrine d'Éric Zemmour, par exemple, qui estime qu'il y a une différence de degré, mais pas de nature. Moi, je pense que c'est pas du tout la même chose entre quelqu'un qui veut faire le djihad, qui veut égorger des gens, et puis, je vais me faire une caricature, mais l'épicier qui travaille jusqu'à 11h30 chez soi et qui pratique sa foi tranquillement, c'est peut-être le même islam, mais c'est insultant pour mon épicier, qui se reconnaîtra peut-être, mais et donc voilà. Donc, et puis ceux qui disent que non, de toute façon, il faut faire de telle sorte que tout l'islam soit susceptible d'être sauvé, y compris les terroristes. Et on peut dire, mais non. Ne jouez pas cette carte-là parce que, pour le coup, vous stigmatisez, un mot que vous utilisez souvent, mais toute une population qu'en a marre, musulmane, qu'en a marre d'être associée au terrorisme, aux voleurs, aux racailles, etc. Du genre, un musulman égale une racaille, etc. C'est évidemment faux. Donc il faut éviter ces deux écueils. Et une partie de la gauche rentre à fond dans cet écueil, gauche radicale, mais c'est mélanchoniste et les copains socialistes, les copains écologistes de ces gens-là, ou même des copains des républicains, et qui finissent par estimer qu'on ne touche pas à un musulman parce que ce serait islamophobe. Mais s'il s'agit d'un musulman qui, par exemple, comme le grand moufti de Jérusalem, a défendu la déportation des enfants et a prêché pendant la guerre dans une... Il faut pouvoir le dire. Pardon ? Il faut pouvoir le dire sans passer pour un islamophobe. Si on veut sauver une grande partie des musulmans français et qui sont prêts à s'intégrer, d'ailleurs qui sont intégrés, il faut absolument qu'on se débarrasse de cette idée qu'il y a des djihadistes, des gens qui défendent la violence, qui défendent la haine, l'antisémitisme et ce genre de choses. Donc ces gens qui ne veulent pas qu'on aille voir le film ne veulent pas du débat. Et j'ai entendu sur vos plateaux des gens qui disaient il faudrait montrer ce film à l'école. Oui. Avec, Est-ce qu'il faut le projeter dans les Ça ne marchera pas. Il y a des gens qui, quand on fait une minute de silence, ça n'a pas lieu. Il y a des signalements dans toutes les préfectures ou presque. Alors on pensait bien qu'une minute de silence, là il faudrait 1h30 de film, il faudrait 1 heure de débat, et peut-être avec des imams, avec des rabbins, avec des prêtres, pour dire quoi très précisément. Non, ça ne pourra pas fonctionner. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit décider d'un récit national. Et le récit national est un récit de vérité. C'est pas un récit idéologique, c'est juste dire établissons les faits. Y a-t-il eu, oui ou non, des faits ? Et les faits, établissons-les. Nicolas Sarkozy avait eu à une époque le désir de faire une maison de l'histoire de France ou quelque chose comme ça, et tout le monde avait poussé avait crié en disant mais l'idéologie ceci, l'idéologie cela, mais il y a eu la résistance, il y a eu la collaboration, il y a des gens qui ont été vichistes, il y a des gens qui ont été pétinistes, ça s'appelle l'histoire. Eh bien racontons-la, puisque de toute façon à l'école on n'apprend plus, on va parler tout à l'heure de l'orthographe, mais on n'apprend plus ces choses-là. Si vous n'avez pas de culture historique, vous dites n'importe quoi. Et l'idéologie, ça marche plein pot avec des gens qui sont incultes. Michel, j'aimerais juste qu'on évoque maintenant le cas des professeurs, parce qu'ils sont en première ligne face à la violence des élèves, et là évidemment cet enseignant l'était. On va écouter un extrait d'un documentaire qui a été diffusé sur notre antenne cette semaine sur les profs nouveaux martyrs de la République. On va écouter quelques élèves d'abord, qui disent à quel point ils seraient prêts à passer à l'acte, avec une parole totalement décomplexée, débridée. Écoutons ces élèves, alors pareil, leurs visages sont masqués, je le dis pour nos auditeurs, parce qu'évidemment ce sont des mineurs, et écoutez leurs propos. Nous nous sommes rendus à la sortie d'un collège de banlieue parisienne pour sonder les élèves sur la vision qu'ils ont de leurs professeurs. Et ce que nous avons entendu est tout aussi édifiant qu'inquiétant. Moi, j'ai envie de les frapper des fois. Ma prof de français, par exemple. Il y a eu beaucoup de favoritisme dans ma classe. J'ai envie de l'attendre à la sortie, le prof, il baisse sa mère. J'ai déjà envie de tuer un prof, mais aussi tout le monde. Même si tu vas pas le faire, mais t'as envie de le faire. Vrai, voilà, une parole qui se libère, il y a des pulsions qu'on n'arrive plus à réfréner chez cette jeunesse, Michel Onfray. Oui, il y avait jadis ce que Freud appelait le surmoi, c'est-à-dire la possibilité par le prêtre, par les parents, dans la famille, par l'instituteur, de défendre une morale où on expliquait, oui, tes pulsions sont naturelles, c'est ce qui fait de toi un animal, nous sommes des animaux, nous sommes restés des animaux, et c'est ce qu'il appelait le ça, c'est Sédille, en disant une espèce d'inconscient qui nous fait être des animaux, et puis en même temps, il y a le surmoi qui est là et qui nous dit bah oui, mais tu te retiens. T'as peut-être envie de donner des gifles, t'as peut-être envie de tuer, t'as peut-être envie de massacrer. Le type qui t'a gratté au feu rouge, t'as peut-être envie de le courser parce que ça t'énerve. Mais ça, c'est la part animale en toi. La part humaine en toi, elle dit stop, du calme, ça va bien. Il m'a gratté devant le truc. Et alors, c'est quoi le problème ? Ou de dire, là, le garçon, il dit il y a du favoritisme dans ma classe. J'aimerais qu'on lui pose la question, mais c'est quoi le favoritisme ? T'as pas travaillé, t'as eu une mauvaise note, il y en a un autre qui a travaillé, qui a une bonne note, et t'appelles ça du favoritisme ? Moi, je me souviens, il y a une trentaine d'années, compagne qui est décédée aujourd'hui, mais qui était professeur dans un collège, quand elle mettait une mauvaise note à un petit garçon de couleur, il disait « Vous êtes raciste, madame ?» Je dis « Mais non, ta copie n'est pas bonne, c'est tout, fais une bonne copie, et puis « Ouais, mais c'est parce que, etc. » Mais non. Donc on doit pouvoir aujourd'hui
faire tout ce travail, et il n'est pas fait, ce travail. Mais est-ce que effectivement les professeurs aujourd'hui sont les derniers remparts pour la République? Est-ce qu'ils sont abandonnés? Et c'est le thème du film. Est-ce que leur hiérarchie ne les soutient pas? Est-ce que les professeurs, les parents d'élèves s'en prennent à eux aussi? On a l'impression qu'ils sont seuls au monde en vérité. Non, mais il n'y a plus d'autorité. Mais il y a une époque où l'autorité c'était excessif. Moi, quand j'étais gamin à l'école, on faisait voir ses mains si on avait les oreilles, et l'instituteur, on passait tous les uns après les autres, et on se prenait une grande gifle si on avait un peu de terre sous les ongles. L'autorité de cette époque-là, évidemment, heureusement d'une certaine manière qu'il y a eu mai 68 pour remettre les choses en place et dire stop. Simplement, le balancier est allé dans un autre sens, et là c'est devenu on est copains, on tutoie l'instituteur, etc. Donc c'est pas possible non plus. Il faut trouver une juste autorité. Simplement, l'autorité aujourd'hui, elle est systématiquement mauvaise. Si c'est pas l'autorité, alors c'est la violence. Des plus forts sur les plus faibles, des plus nombreux sur les moins nombreux. Et puis vous avez des gens qui disent mais je crains quoi? Je crains rien. Sur moi, il y avait la punition derrière. Mais aujourd'hui, un élève à qui vous dites vous allez être mis à la porte 3 jours, il dit c'est formidable. Ou alors on le mettra dans un autre collège. Et on le donnera non, au collège. Non, parce que c'est celui qui se trouve persécuté, à qui on demande de quitter le collège en plus. Aussi, on dit c'est vous qui prenez les gifles, quittez le collège, et puis on laisse les massacreurs en place. Et puis un certain nombre de jeunes se disent, mais après tout, ils regardent la télévision, ils se disent, mais il y a plein de gens qui font tout et n'importe quoi, qui foncent sur des policiers, qui n'obéissent pas quand on leur demande d'arrêter, qui donnent des coups de couteau. Et puis on dit, ils ont été jugés, puis après il y a des excuses de minorité, et puis ils ont 6 ans de prison, et comme ils sont mineurs, c'est 3, et puis comme c'est 3, ils sont susceptibles d'en faire 2, et puis etc. Et puis si vous avez une peine qui est égale à 1 an, vous pouvez avoir un bracelet qui vous permet de rester chez vous, etc. Si vous restez chez vous, un petit peu de hashish, un petit peu de série de Netflix, et puis de la musique, et puis l'affaire est réglée. Et puis on vous dit ça va durer 1 an. C'est quoi 1 an pour ces jeunes-là? Ils n'ont le sens de rien du tout. Si vous leur dites 10 000 ans, 10 siècles, 3 jours, 2 ans, 10 ans... Vous croyez ils ont perdu le sens de la raison, ils ont perdu le sens de la musique. Non, mais ce dont on parle là, entendons-le bien. Heureusement qu'il y a une majorité de gamins collégiens, lycéens, etc., qui sont intelligents, cultivés, qui ont envie de savoir, qui ont envie de connaître, etc. Mais là, je réagis sur les images que nous avons vues. Des gens qui nous disent, il y a du favoritisme, j'ai envie de tuer ma prof, je me retiens, mais quand même, il ne faut pas me retenir trop, parce que, etc. Je dis, mais on est arrivé où, quoi? Alors, il n'y a plus de famille, donc évidemment, dans les familles, vous n'apprenez plus le bien, le mal, ou etc. Si vous avez des familles recomposées, on vous dit, dis donc, t'es pas mon père, toi, ou t'es pas ma mère, au nom de quoi tu me dis ce genre de choses, etc. Bon, d'accord. Vous êtes le père et vous voyez les enfants de temps en temps, vous allez les couvrir de friandises, de bonbons, ou de gentillesse, et vous n'allez pas leur dire, fais ceci, fais cela. Donc, il y a une disparition des règles de vie, ce que les gens appellent le fameux vivre ensemble. Il n'y a pas de vivre ensemble. C'est une espèce de sauvagerie totale, et vous dites, prof, elle me déplaît, et j'ai envie de la tuer. Et vous ne trouvez pas anormal de le dire. Et vous ne trouvez plus de profs pour évidemment faire ce métier qui est maintenant devenu un métier à haut risque. Vous faites des études universitaires, vous avez travaillé, vous décrochez des concours qui étaient jadis, l'agrégation, le CAPES, qui étaient des concours compliqués, et puis vous vous retrouvez dans une classe où on vous insulte, on vous méprise, on vous traite de raciste. On vous agresse physiquement. Dans le reportage que vous signalez, il y a une prof, je ne sais pas, doit être enseignante, peut-être probablement lycée, elle dit, on m'a pincé les seins, en fait, c'est touché la poitrine dans un coin. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Tellement inenvisageable vous vous rendez compte à notre époque. Michel, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. On évoquera l'orthographe. On va glisser de l'école à l'orthographe, c'est très logique. L'immigration, jamais la France n'a accueilli autant d'étrangers sur son sol. Et puis peut-être aussi de l'intelligence artificielle. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, le niveau des élèves en français ne cesse de dégringoler, ce que nous déplorons, vous et moi. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffray, a demandé à ce que les fautes d'orthographe, mais aussi de syntaxe et de grammaire, dans les copies du bac, soient sanctionnées. Pour avoir la moyenne, il faut maîtriser la langue, dit-il. On va juste l'écouter, parce que ça a provoqué évidemment un tollé, comme on l'imagine bien. Écoutons le ministre de l'Éducation. Si un élève a un niveau d'orthographe, de syntaxe et de grammaire manifestement insuffisant, il ne peut pas avoir la moyenne. D'abord, je me permets d'insister là-dessus, ce n'est pas que l'orthographe, c'est bien l'orthographe, la syntaxe et la grammaire. Tout le monde se focalise sur l'orthographe, pour moi c'est la maîtrise globale d'un niveau de langue correct et conforme aux attendus du diplôme. Est-ce que vous dites banco, est-ce que dit le ministre de l'Éducation nationale Michel Onfray? Non, c'est une sottise. Je trouve que c'est une sottise de dire une chose pareille, oui. C'est pas bien de demander un niveau d'orthographe minimum au bac? Si. Formidable. Simplement, vous me rassurez, Michel. Oui, mais là, on est à quoi? À 2 mois du bac, et les élèves qui auront des mauvaises copies, on va les punir. Mais c'est pas les élèves qu'il faut punir, c'est le système et ceux qui ont rendu possible ce système-là. Mon père, quand il était à l'école, il a quitté l'école à 12 ou 13 ans, il faisait une dictée tous les jours.
Il y avait des dictées, des questions d'analyse logique, de l'analyse grammaticale, etc., etc. On apprenait l'orthographe. L'orthographe, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas donné. Et là, d'un seul coup, on dit, vous avez 2 mois pour vous mettre à niveau d'un point de vue de l'orthographe. Comment vous allez faire? Alors, il dit pas seulement l'orthographe. Grammaire, style, syntaxe. Mais vous allez faire comment? Et quand j'expliquais à mes élèves ce qui distinguait le futur du conditionnel, en disant je viendrai AIS, futur dans un premier temps, conditionnel, je dis le conditionnel c'est soumis à une condition. Oui. Je viens, vous engagez. Je viendrai avec un S, il y a des conditions. Donc vous ne dites pas la même chose, c'est-à-dire que c'est pas la science des ânes, comme il a été dit, l'orthographe, c'est justement la subtilité de la langue qui permet de rendre subtil un cerveau. Donc vous dites là c'est trop tard pour ces épreuves-là du bac, mais l'effort est louable quand même. L'effort est louable, mais simplement, c'est sympathique d'avoir ce genre de discours. Moi, je préfère ça plutôt que de dire vous pouvez avoir une faute par phrase et vous aurez la moyenne. Non, simplement vous dites il y a un train qui est à 300 à l'heure et en 20 mètres, on va l'arrêter parce qu'il y a une gare à laquelle il faut s'arrêter. Ça ne marche pas. C'est comme si vous disiez, je suis ministre des Sports et dans 2 mois, je veux que tout le monde fasse un marathon. Vous dites, c'est bien pour le sport, c'est formidable pour le sport. Oui, mais vous n'y parviendrez pas. C'est-à-dire qu'il fallait des années pour fabriquer une orthographe correcte, grammaire, style, syntaxe, etc. Et là, plutôt que de dire, je vais interdire aux professeurs justement d'interdire les dictées ou de faire des dictées à trous. Moi, j'ai vu ça avec mon petit frère qui faisait des dictées à trous. Ou alors comment on appelait ça, des autodictées. C'est-à-dire que vous aviez 3 lignes, on vous la donnait avant, vous l'appreniez par cœur, vous voyez comment, et puis on vous faisait la dictée de ce que vous aviez appris. C'est pas comme ça qu'on apprend l'orthographe. Vous étiez corrigé par des instituteurs qui vous expliquaient. Aujourd'hui, on vous dit c'est devenu une affaire d'État, le masculin l'emportait sur le féminin à mon époque. Aujourd'hui, si vous dites ça, vous avez des profs qui se prennent pour Jean Moulin et qui disent mais moi je n'enseigne pas ce genre de choses, c'est sexiste, etc. Ben oui, mais c'est la grammaire, c'est la syntaxe, et c'est un patrimoine national. Et ça fait 40 ans qu'on a détruit ce patrimoine national, et vous avez quelqu'un qui dit, vous avez des ruines, et je veux que dans 2 mois, ces ruines-là redonnent le château d'avant. Non, il faut juste dire, maintenant, dans l'éducation nationale, vous allez apprendre l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, et à la rentrée prochaine, par exemple, on va avoir dictée obligatoire, grammaire obligatoire. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui autant d'orthophonistes ? Voilà, j'ai un vieil ami dont la mère a été mon institutrice, Paulette Gondouin, elle nous regarde, elle a 94 ans, et elle me dit, mais moi j'ai appris à lire, à écrire, à compter à tout le monde, sauf à une personne, dont on a su par la suite, il y avait des problèmes psychologiques. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez des enfants... Pourquoi il y a autant d'orthophonistes? Pourquoi, Michel? Oui, parce qu'à l'école, on n'apprend plus correctement à prononcer, on n'apprend plus à parler, on n'apprend plus à écrire. Si vous voyez les cahiers aujourd'hui d'enfants qui sont en cours préparatoire, on se dit, ah bon, ça y est, ils savent écrire, quand on voit l'état de l'écriture. Moi, j'ai appris avec les pleins, avec les déliés, avec une plume, on apprenait à appuyer, etc. Bon, je ne dis pas qu'il faut reprendre revenir à la plume, mais à l'heure de l'ordinateur et de l'IA. Oui, mais après, l'ordinateur, je dis pas à l'école, l'ordinateur. Oui. Pas à l'école. Il est déjà à l'école. Bien sûr, c'est ça qui... Alors, il est gentil, ce monsieur. Mais simplement, quand on est dans une logique où c'est primeur à priorité à la citoyenneté, où on apprend aux enfants à être citoyens, éco-responsables, etc. Ils sont imbattables sur le tri sélectif, imbattables sur le réchauffement climatique, ils sont imbattables à 6 ans, ils vous parlent d'époque catalytique, mais en même temps, ils s'en vont après ça chez l'orthophoniste, parce que B, P, M, N, etc., c'est pas très clair. Mais si vous enseignez ça correctement, on n'avait pas besoin d'orthophonistes. Il y a eu jadis des orthophonistes pour des enfants qui avaient réellement des problèmes. Pourquoi y a-t-il autant de problèmes? Il y a aussi beaucoup de dyslexie, dyspraxie, etc. Et on les détecte de mieux en mieux, et de plus en plus tôt. Non. C'est pour ça qu'on voit les orthophonistes. Si vous apprenez mal à lire, à écrire, à compter, à penser, vous écrivez mal, vous pensez mal, vous comptez mal, et après vous avez besoin d'un professionnel qui va faire un travail qui n'a pas été fait, ou qui a été mal fait. Je veux dire, les instituteurs à qui on dit, ils ont fait Bac+8, ils ont une thèse sur le microclimat en Nouvelle-Zélande au XIIIe siècle, et puis d'un seul coup, ils se disent, il n'y a pas de boulot avec ça. Ils passent le concours, ils deviennent instituteurs, et en septembre, on leur dit, vous avez des classes, vous allez leur apprendre. Et on apprend à apprendre aux instituteurs. Et on n'apprend pas l'idéologie, mais apprendre à apprendre, ça s'appelait la pédagogie jadis, mais maintenant on appelle ça des sciences de l'éducation. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui m'a dit qu'elle était ingénieure en sciences de l'éducation. Je me suis dit, c'est formidable qu'on ait autant d'ingénieurs en sciences de l'éducation et autant d'enfants illettrés. C'est vrai. Un tout petit mot sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les enfants l'utilisent beaucoup pour écrire, et l'IA écrit sans faute. Est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment où c'est l'IA qui va corriger les copies faites par l'IA? Est-ce que ce n'est pas un peu ça, le futur, Michel? Alors, elle écrit sans faute, mais pas sans bêtises. Ah non, j'ai pas dit sans bêtises, loin s'en faut. Je dis sans faute. Oui, sans faute. L'IA écrit sans faute d'orthographe. Et donc
Non, mais est-ce qu'un jour, on n'arrivera pas à l'idée que ce sera l'IA qui va corriger des copies rédigées par d'autres IA? Bah oui, c'est ça le truc. On y est déjà. C'est-à-dire, on y est déjà. C'est-à-dire que les étudiants... Vous avez aujourd'hui chez les éditeurs des logiciels qui essaient de repérer les tricheurs, les gens qui, même à l'université, avec 3 thèses, font une thèse et puis l'affaire est réglée. Mais aujourd'hui, vous avez même Raphaël Doran a écrit, par exemple, le premier roman avec l'intelligence artificielle. Il pose la question intéressante d'ailleurs. Il dit, mais imaginons que les Romains aient inventé la machine à vapeur. Et ça donne quoi? Et ça donne un roman très bien. Une dystopie complètement. Et donc, vous aurez un moment où il n'y aura plus d'écrivains, mais juste des gens qui solliciteront une machine, qui produira des textes sur une machine, qui seront lus par des gens qui eux-mêmes feront des comptes rendus sur une machine, qui notera la machine, etc., etc. Donc, on évince l'intelligence naturelle. Et ça, c'est la vision pessimiste. Hein. Non, il y en a qui disent que non, l'intelligence sera au centre de la connaissance. Le sujet précédent, vous commencez par dire on n'apprend pas à lire, à écrire, à compter, à penser, donc à penser. On n'apprend pas l'effort. C'est-à-dire, on se dit oh, Madame Bovary, c'est épais. Hein. C'est vrai, vous ne pourriez pas me faire une petite synthèse, là, un petit digest. Allez, on dit point. Madame Bovary, on dit point. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu des gens qui disaient qu'ils faisaient des études à la fac, en littérature, et qui n'avaient jamais lu un roman. Ils arrivaient en lettres. Pas lu un roman. Et c'est pour ça que les librairies Gilbert ferment, Michel? Mais oui, d'abord parce que... C'est la fin du livre, vous dites? Non, quand même. Croyons au livre et à l'édition. Non, mais il y a eu un moment sans livre, il y aura... parce que ça n'existait pas et c'était inventé par Gutenberg, enfin du moins avec l'imprimerie qui a rendu possible le livre que nous connaissons. Et là, ça se dématérialise au point même que de toute façon, on n'aura même plus besoin de dématérialiser des choses que les gens ne désireront pas ou ne désireront plus. On dit le livre se porte bien parce qu'on estime que tout ce qui est broché, du papier broché et imprimé, ça s'appelle un livre. Mais je veux dire que les mangas, les BD, je voyais l'autre jour dans le TGV un adulte qui lisait des BD qui me paraissait sommaire, le dessin, je regardais un peu en passant, que c'était dans la voiture bar, je me dis, mais il est en train de lire des choses qui sont réservées à des enfants de 8 ans, quoi. Et donc, les mangas, les livres sur les plantes, sur les fleurs, sur les chats, sur les chiens, le bien-être personnel, les albums de coloriage pour les adultes, ça fait partie. Je n'invente pas, hein. Je sais que ça existe. Album de coloriage égale livre. C'est-à-dire, vous avez La Recherche du temps perdu, un album de coloriage pour adultes, ce sont 2 livres. Et donc, si vous vendez beaucoup d'albums coloriage pour les adultes qui se détendent, ils nous expliquent qu'ils sont beaucoup mieux quand ils ont fait... Il y avait une petite... Ils sont moins stressés, ça déstresse, oui, c'est ça. Il y a une petite princesse qui est jolie à côté d'un puits, des petits oiseaux. Ah oui, et on dit, madame qui a dessiné, ou monsieur, qui a dessiné sa petite princesse au crayon de couleur, eh bien, il a eu un rapport au livre. Non. Et puis vous avez des Amélie Nothomb, vous avez des Michel Houellebecq qui sont des locomotives, qui vendent beaucoup de livres, et on se dit, le total, vous ajoutez les livres, ou Guillaume Musso, ou Maxime Chatham. Lévy, j'oublie son prénom, le grand, enfin quelqu'un qui vend beaucoup de livres. Vous me l'enlevez de la tête. Peu importe. Si, ça mais Marc Lévy, Lévy, qui fait des best-sellers et qui vend beaucoup. Et tout ça est formidable pour eux, mais vous mettez le total. Et puis vous mettez les livres de chez Grasset qui font 100 exemplaires, des signataires. Mais il y aura le futur livre de Bois-Sansal qui fera beaucoup plus. Oui, vous faites une division et vous dites, non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire le désir de lire, le plaisir de lire, le goût du livre, la qualité des livres, tout ça disparaît, tout ça s'effondre. Et puis vous avez aussi la possibilité, et puis vous avez aussi des libraires qui se prennent pour des militants politiques et qui ont décidé que ça c'était un bon livre, ça c'était un bon livre, que Jordan Bardella était à mettre entre Mussolini et puis Adolf Hitler et puis la Shoah et les 6 millions de morts. Et donc vous avez des gens qui disent moi je vais commander sur Internet et puis de toute façon dimanche prochain un certain site va me livrer le bouquin chez moi et puis voilà. Donc effondrement des librairies, effondrement des lectures, effondrement de la qualité des livres, effondrement de l'intelligence personnelle. Et moi je vois même avec quelques éditeurs que j'ai pu connaître que des éditeurs ont déjà démissionné. Pas de livres trop gros. Pas de livre trop intelligent, trop compliqué, pas de livre trop compliqué, long, pas de livre trop long, oui, Michel. Oui, c'est ça. Oh là là, mais vous avez des éditeurs parfois. 600 pages. Combien de... Ah ben non, mais ça, sérieusement. C'est vrai. Oui, bien sûr. Après, des mots trop compliqués. Puis je ne parle pas des juristes qui sont venus que, oui, vous avez utilisé un mot là, et vous avez des post-it sur un manuscrit qui fait 600 pages, et vous avez tous les post-it, vous dites tout ça, c'est un avocat sur chaque post-it. Oui, parce qu'il faut faire attention, vous avez dit que était susceptible d'être et donc là, vous avez un avocat qui est derrière qui dit non, il faut enlever tout ça, etc. Si évidemment, alors moi, je peux encore être un peu insolent, j'ai l'âge je suis un vieux monsieur dans l'aventure, et puis je dis de toute façon, c'est ça ou c'est rien, si vous voulez pas, il n'y aura pas de livre, c'est pas grave. Ça, mais je vois les jeunes auteurs qui commencent par dire autocensure, je ne le dis pas, parce qu'il y a l'avocat qui a dit, on se dit j'ai fait une bêtise. Donc non, je pense que le livre est mal parti, s'il faut une petite synthèse. Allez, croyons quand même dans le livre. Et croire le mot. Mais... Proposons à nos enfants de lire des livres, même s'il faut se bagarrer pour cela. Raconte-leur des histoires.
Je pense que moi j'ai des petits-enfants, et quand vous commencez à leur raconter une histoire, ils sont partis. Il faut entretenir l'imaginaire. Et si vous leur dites, les histoires que je te raconte, elles sont dans des livres. Les livres, c'est le lieu de l'imaginaire. Et il faut éduquer les enfants à l'imaginaire, il faut éduquer les enfants à l'imagination, il faut éduquer les enfants au rêve. Et il faut le faire avec la musique, il faut le faire avec la peinture, il faut le faire avec les beaux-arts, il faut le faire avec l'architecture. Ça s'appelle éduquer ses enfants. Vous avez raison. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, un mot de cette étude passionnante qui a été révélée par l'INED, l'Institut national de la démographie en France. Jamais notre pays n'a accueilli autant d'étrangers sur le sol français. Ils représentent 8,1% de la population adulte. Et 4 Français sur 10 ont un lien direct de parenté avec l'immigration. Qu'est-ce que ça vous évoque d'abord ? Est-ce que ça veut dire que le métissage de notre pays arrive sans doute à un point maximum ? Est-ce que peut-être par le passé c'est déjà arrivé ? Et quelle est la différence entre l'intégration et l'assimilation pour vous ? D'abord, je ne suis pas platonicien, comme on dit, c'est-à-dire que pour moi, l'assimilation, c'est pas avec un A majuscule, dans le genre assimilons, ça veut rien dire. Qui assimile quoi à qui et à quel projet de société ? D'abord, il y a des gens qui s'intègrent sans difficulté, et ces gens, ils peuvent venir quand ils veulent, comme ils veulent. Il n'y a pas de problème avec la communauté asiatique en France, que je sache. On trouvera probablement peut-être un criminel par-ci, un faussaire par-là. Mais dans toutes les communautés, il y a des gens qui vivent absolument paisiblement et sans aucun problème. Oui, mais il y a pas, par exemple, dans les communautés chinoises, taïwanaises, asiatiques, japonaises ou je ne sais quoi, ou même les anciens pays qui ont pu être colonisés par les Français, le Vietnam, etc. Il n'y a pas de haine contre les Français. Et il n'y a pas de haine, alors que ce sont deux civilisations. Quand vous avez une civilisation asiatique orientale et la civilisation judéo-chrétienne, vous pourrez imaginer qu'il y a un clash de civilisations. Il n'y en a pas. Et ce n'est pas non plus un problème de religion, puisque vous avez des Indonésiens qui sont majoritairement musulmans. Le premier pays à musulman. Ne pose aucun problème. C'est-à-dire on a un problème avec un certain type d'islam politisé qui a été l'occasion pour la France d'imposer des comptoirs coloniaux ou d'être dans le colonialisme. Et c'est avec cet islam-là qu'il y a un problème. C'est pas avec l'islam en soi, avec un islam politique qui estime qu'il faut détester la France, le pays, la culture, les mœurs, etc. etc. Donc l'immigration, ça n'est pas un problème tant qu'on a des gens qui ont envie de s'intégrer à un modèle en disant « moi j'adore la France et puis je suis en France, je suis bien en France, parce que c'est la patrie de Voltaire, les choses qu'on disait jadis, etc. » Peu importe la couleur de peau, peu importe la race, comme on ne dit plus, peu importe la religion, juste des gens qui disent « moi j'adhère au projet français ». Et c'est le Gaulien que je suis, dit j'adore ces gens qui arrivent en disant je viens du Sénégal, j'adore, je viens du Laos, j'adore la France, je viens de je sais pas quoi, du Zimbabwe, et voilà. Et le problème, c'est que vous avez des gens qui viennent sans aimer la France. Vous avez des gens qui viennent sans aimer la civilisation judéo-chrétienne. Vous avez même des gens qui viennent en détestant la France. Et des gens qui viennent en disant il faut supprimer cette civilisation. Donc il ne faut plus manger comme ça, il ne faut plus boire comme ça. Le canon français, mais la France a feu à sang, on nous dit... Sème la terreur. On a entendu des gens de la France insoumise dire que le canon français sème la terreur dans le pays. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un égorgement, on sait que ça vient de quelqu'un qui est allé au canon français précédemment. Ce sont les alcooliques du canon français qui aujourd'hui égorgent, massacrent... C'est de l'humour, j'imagine. Oui, c'est de l'humour. Oui. Non, mais il faut toujours préciser les choses. Vous avez raison, il faudrait qu'on ait un petit truc, un machin de clown quand on dit ce genre de choses. Mais donc, le problème, c'est qu'on se présente comme des détestables. C'est quand Emmanuel Macron nous dit qu'il n'y a pas de langue française, que la langue française elle est africaine, que la langue française est plus célébrée sur le bord du fleuve Congo que sur les quais de Paris. Et qu'on peut être 100% de son pays d'origine et 100% français. Oui, ça veut dire quoi le métissage quand on oublie les parts métissé, parce que c'est ça qui est important. Donc oui, à aux cultures africaines. Moi, j'adore l'art africain, je collectionne un peu l'art africain, et je trouve qu'il y a des civilisations qui ne se disent pas par le verbe ou par le mot, mais qui se disent par exemple par la statuaire, par les masques, etc. Et faisons ces échanges-là, plutôt que de dire vous nous avez massacrés, vous nous avez spoliés, on vous déteste aujourd'hui, c'est chacun son tour, etc. Donc le problème n'est pas tant l'immigration que ce que nous faisons de l'immigration. Or, nous n'en faisons rien. Et de ceux qui l'instrumentalisent, et on pense évidemment au vivier électoral que ça représente pour certains partis politiques. Pour beaucoup de partis politiques qui en sont à peu près tous là, du genre il faut remigrer, mais remigrer, qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes arrivé dans la banlieue parisienne et que ce sont vos arrière-grands-parents qui sont arrivés d'Algérie? N'allez pas dire vous prenez un avion et on vous renvoie en Algérie, ça n'a aucun sens. De la même manière que de dire il faut absolument du métissage, ou Mélenchon en disant sale blanc, vous avez vu vos faces de Rapal ou ce
genre de choses. Tout blanc, tout moche. Mais tout blanc, tout moche, c'était la formule, effectivement. Il faut éviter ce genre de choses en disant il n'y a pas de célébration absolue platonicienne ou de détestation platonicienne aussi. Michel Onfray, justement, vous m'amenez la transition sur un plateau d'argent avec le point philo, le banquet de Platon. Alors, passionnant livre. Vous voulez qu'on parle d'abord de Platon ou de l'amour platonique? On va parler des deux, parce que vous savez que j'essaie de trouver un texte de philosophe qui soit susceptible d'expliquer, de commenter l'actualité ou d'autres moments. Avec l'amitié chez Cicéron, c'était juste parce que je voulais donner un coup de chapeau à cette belle vertu. Mais il y a eu un livre de Florent Tardif qui nous a expliqué que Emmanuel Macron avait bien reçu une gifle de la part de son épouse. Et donc, il y a eu des éléments de langage. Alors, je rappelle, pour sourire un peu, qu'à une époque, c'était quand même la Russie qui avait fait, avec de l'intelligence artificielle, ce genre d'image. C'était la première version. Jamais existé. Première version, deuxième, troisième, dixième, etc. Et dans l'une des versions, il y a cette idée que le président de la République entretiendrait une relation platonique avec une actrice. Alors, platonique, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est ce que je voulais... Évidemment, nous parlons de ça. Voilà. Et on dit un amour platonique. Alors, c'est un amour qui ne laisse pas de place au corps. Voilà. Le banquet de Platon... Ou alors sur le principe du désir, mais pas du plaisir. Dans le banquet de Platon, il y a des individus qui sont là, qui sont réunis, et chacun tient un discours. Il y a un Pausanias, il y a un Agathon, il y a un Socrate, il y a un Diotime. Enfin, il y a des personnages qui sont là et qui, chacun, tiennent un discours. Alors le banquet, c'est pas de femmes, mais que des hommes qui sont qu'on sert, on leur sert à boire, ils sont allongés, ils boivent un coup, on se lève, et puis on tient un discours, et on reboit un coup, il est des nôtres, etc. Il a bu son verre comme les autres. Et à la fin, vous imaginez, quand il y a 6 ou 7 personnes, quand on a apporté un toast à tout le monde, etc. Donc il y a plusieurs discours, on ne va pas tous les prendre, mais sur la question de l'explication de l'amour, par exemple. Il y a un discours d'Aristophane qui est très intéressant. Aristophane dit au départ, les hommes, c'était des boules. Et il y avait 4 pattes, 4 bras, 2 têtes, et c'était des bestioles extrêmement arrogantes, suffisantes et prétentieuses. Donc les dieux ont coupé la bestiole en deux, ont retourné la tête vers la blessure, vers la cicatrice, c'est notre nombril. Et les bestioles, elles étaient homme-homme, femme-femme ou homme-femme. Et donc, on est coupé en deux, et nous avons notre moitié quelque part. C'est la moitié d'orange qu'on cherche, si vous voulez. Et donc, vous avez des hommes qui cherchent des hommes, des femmes qui cherchent des femmes, et des hommes qui... Je sais pas, je dis homme-homme. Des hommes qui cherchent des hommes, des femmes qui cherchent des femmes, et des femmes qui cherchent des hommes, et hommes qui cherchent des femmes. C'est-à-dire que ça explique l'homosexualité féminine, masculine, et l'hétérosexualité. Et à l'époque, l'homosexualité n'est pas condamnée comme elle l'est pendant les 10 siècles qui vont suivre. Ça, c'est un discours, c'est le discours d'Aristophane. Il y a Pausanias qui tient un discours qui est, lui, de l'Aphrodite céleste et de l'Aphrodite pandémienne, c'est-à-dire de l'amour céleste, on ne touche pas au corps, et l'amour terrestre, dans le genre la grossièreté, la vulgarité de la sexualité, et puis l'amour cérébral. Et puis, il y a surtout l'amour platonique, celui de Socrate, enfin celui dont Socrate nous entretient, parce que Socrate, il a donné le mot socratisé aussi, on voit bien ce que ça veut dire, donc c'était pas platonique, l'amour de Socrate. Quand on socratise, on n'est pas platonique ou platonicien, mais il nous dit Socrate qu'il faut partir des belles choses pour monter régulièrement vers des choses de plus en plus belles et de moins en moins incarnées, pour parvenir à la contemplation du bien, du beau absolu, qui est une idée pure. Donc on commence avec les corps. Et donc le plaisir que vous avez à voir de beaux corps, probablement le plaisir de notre président de la République avec l'actrice, et ça lui permet de préparer une contemplation de la beauté absolue, mais rien à voir avec le sexe et la sexualité. Ces discours-là ont fondé toute la conception de l'amour pendant 10-15 siècles. Et encore aujourd'hui, nous sommes là-dessus. Les histoires platoniques, les histoires de désir, les histoires de manque, ces bestioles que nous avons été, qui font que nous sommes dans la douleur et dans la souffrance de notre moitié perdue que nous voudrions reconstituer. Alors c'était l'époque du prince charmant, de la princesse charmante. On retrouvait les emboîtages, c'était formidable, ça n'existe pas. Ne cherchez pas un absolu qui n'existe pas, c'est un désir qui vous fera souffrir, qui ne débouchera pas sur le plaisir. Et la possibilité aussi de dire il y a du céleste et puis il y a du terrestre, c'est-à-dire qu'on peut aimer follement quelqu'un sans avoir de relations sexuelles, et puis on peut aussi ne pas aimer, avoir des relations sexuelles un peu triviales avec la prostitution à l'époque. C'est-à-dire que toutes les modalités de l'amour sont concentrées dans ce dialogue qui a été un ouvrage majeur dans l'histoire de l'Occident. Bon, écoutez, voilà, on va le recommander, Le banquet de Platon.
Et c'est pas trop ardu, c'est toujours pareil, je vous pose toujours la même question, c'est pas trop compliqué à lire? Non. Et c'est même très intéressant parce que justement, je ne vais pas dire que c'est romancé, mais c'est machin, dis-nous que, et toi, qu'en penses-tu? Je prends un cratère, un petit coup, et puis etc. Une discussion. Merci beaucoup Michel Onfray pour moi qui cette vous émission. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.